Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Au lendemain de la cérémonie des As d'Or au Festival international des Jeux de Cannes 2023, j'ai rencontré Fabien Gridel et Johan Levé, les auteurs de Turing Machine, sélectionnés dans la catégorie Jeux initiés. Turing Machine est un jeu de déduction compétitif dans lequel il faut trouver un code secret en recoupant différentes affirmations. Son originalité réside notamment dans son matériel composé de cartes perforées. Rendez-vous avec les deux créateurs de génie sur le stand de l'éditeur Scorpion Masqué. Alors bonjour, je suis très heureuse d'être à nouveau sur le stand des Scorpions Masqués, parce que je suis déjà venue tout à l'heure, donc pour rencontrer cette fois-ci Johan Levé et Fabien Gridel, les auteurs donc, de Turing Machine. Hello. Bonjour. Donc bienvenue et tout d'abord je vous félicite pour cette nomination au festival cette année. Seulement une nomination. Eh oui, ouais. On est un peu déçus forcément, mais on est quand même content et heureux et satisfait d'être au moins nommé. Bien sûr, déjà c'était une belle surprise pour ça. Donc déjà, petit pitch de départ pour nous rappeler aux auditeurs ce que c'est Turing Machine. Qui veut se lancer? Allez Johan, je sais que tu aimes ça toi. Bon, c'est un jeu qui est difficile à pitcher. C'est un jeu qui paraît compliqué mais qui ne l'est pas. Turing Machine, c'est un jeu de déduction compétitif dans lequel les joueurs sont à la recherche d'un code à 3 chiffres. Dans ce jeu, en fait, c'est un jeu de déduction, donc je ne sais plus si je l'ai dit, du coup je suis mauvais. Et en fait, les joueurs vont devoir interroger la machine. C'est ça l'originalité. Parce que dans la plupart des jeux de déduction, les joueurs s'interrogent les uns les autres. Ici, l'originalité, c'est qu'on interroge la machine. Mais qu'est-ce que c'est la machine? C'est juste du carton. Vous avez, en fait, à la mise en place, des cartes qui ont été placées sur la table. Et vous composez des codes avec des plaquettes perforées. Et en superposant l'ensemble, vous allez avoir des réponses complexes à des questions. C'est donc un jeu de déduction. Il ne faut pas en fait trouver un code directement, il faut trouver des affirmations. Une fois que vous avez trouvé toutes ces affirmations, vous n'avez plus qu'un seul code possible et vous avez gagné la partie de Turing Machine. Voilà, et alors ce qui est formidable avec ce jeu, c'est qu'il y a, je ne sais pas, en termes de rejouabilité, là on est dans... Il y a 7 millions de parties parce qu'on en a supprimé pas mal qui nous semblaient inintéressantes. On a pas mal filtré, mais oui, c'est assez rejouable. Oui, c'est assez rejouable. Non, 7 millions franchement. Non, c'est juste assez. Juste énorme. Alors, on va partir du point de départ. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce jeu? Comment il est né? Qui a eu l'idée de génie de départ? Et comment vous avez travaillé ensemble? Il n'y a pas une seule idée de génie. Il y en a eu plusieurs. C'est assez long, c'est un peu bizarre. Et ça a parti par des détours. Donc moi j'ai commencé de mon côté parce qu'on avait joué ensemble à Cryptid lors d'un salon. C'est Fabien qui parle. Oui, pardon, oui, c'est pas bien. Donc avec Johan, comme on est très amis et tous les deux fans de jeux de déduction, on a joué à Cryptid. Et en y jouant, je me suis posé la question simplement de comment la personne avait fait pour générer Cryptid. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la seule possibilité, c'était qu'il utilisait l'ordinateur. Et mon idée, c'était de reproduire cette chose-là, mais en simplifiant un peu dans la société. Souvent, on cherche à être plus pur que ce que fait Cryptid. Cryptid est un très bon jeu, mais qui a énormément de défauts. C'est génial et bourré de défauts. Surtout si vous connaissez très bien le jeu, ça pose plein de problèmes. Et du coup, ma première idée, j'ai commencé tout seul à programmer un truc dans mon coin. J'avais écrit manuellement 300 affirmations. Du genre, le premier chiffre est égal à 2, le deuxième est inférieur au quatrième, et ainsi de suite, comme ça. J'en ai écrit 300. J'avais fait une grande moulinette qui les prenait 4 par 4. Et s'il n'y avait qu'une seule possibilité, je l'écrivais dans un fichier. Et un jour, à force de faire ça comme ça, sur mon temps perdu, parce que j'avais pas de jeu, moi, il n'y avait vraiment aucun jeu, on est bien d'accord. Oui, c'est le premier jeu. J'avais même pas une idée de jeu vraiment avec tout cela, quoi. C'était un truc. Un jour, j'ai un résultat. Je suis au bureau, je vois des résultats apparaître, je vois que ça marche. Et une fois qu'on a ça, il faut faire un jeu. Donc de mon côté, là, Yoann était. Voilà, je trouve tout seul. Je pense à faire un jeu coopératif pour pallier un des soucis de Cryptid, qu'importe. Et donc j'en fais un jeu coopératif. Je présente le jeu à plusieurs éditeurs. Je le montre évidemment à Johan puisqu'il est fan des jeux de déduction et que c'était déjà un truc assez incroyable. Et du coup, Johan dit « C'est incroyable, mais comment tu as pu faire un truc pareil ?» Et lui de son côté, il avait d'autres idées. Et du coup, je vais lui passer le micro pour qu'il raconte un peu la suite. Juste tu es de formation, tu es informaticien? Oui, le vrai, l'authentique. Donc, je n'ai fait que ça de ma vie. Je ne sais faire que ça. Donc les chiffres, tout ça, les codes, c'était pas mal. Mes études étaient des études de développeur à l'origine, même si je n'ai pas fait que ça de ma carrière, mais j'ai commencé comme ça. Okay. Alors la suite alors.
la suite. Donc moi de mon côté je suis aussi informaticien, mais moi la programmation c'est juste ma passion, c'est pas mon métier comme Fabien, et d'ailleurs j'ai beaucoup appris grâce à Fabien. Et donc pour en revenir à ce moment-là de la vie du jeu, Fabien me montre son jeu qui était donc à l'époque coopératif. En fait il fallait partager les... En fait si vous voulez, un des défauts de Cryptid, c'est que Cryptid est compétitif, on donne des affirmations à chaque joueur et c'est injuste parce qu'il y a des affirmations qui sont plus simples à trouver. Et donc, si jamais on a une information simple à trouver, d'entrée de jeu, au début de la partie, on sait qu'on va perdre. Fabien avait pallié à ce problème en disant c'est un jeu coopératif. Notre enjeu, c'est de faire trouver notre affirmation aux autres joueurs. Et moi, en fait, ça me gênait, j'aime pas trop les jeux coopératifs. Je me suis dit, il faut faire un jeu compétitif. Alors, le problème, on voulait pas avoir les problèmes de Cryptid. Donc, c'était compliqué. Je lui ai dit, presque sur le ton de la blague, que en fait, le seul moyen, il fallait que ce soit le jeu qui réponde aux questions, que ce soit un joueur neutre. Voilà, donc du coup, Fabien m'a dit c'est pas possible. Enfin, même moi, en fait, j'avais lancé l'idée comme ça, voilà. Et finalement, quelques jours après, par un déclic, à l'époque, j'avais un prototype dans lequel on superposait une carte avec un trou sur une autre carte, donc c'était un peu en dessous de Turing Machine, mais je me suis dit que finalement en superposant plusieurs cartes, chacune des cartes représentait un chiffre du code, on devait pouvoir réussir à avoir des réponses complexes. Et donc voilà, après ça a été passionnant parce qu'on a remixé les deux choses ensemble et ça a fait c'est pas très modeste, mais le fabuleux jeu qu'est Turing Machine. Et voilà, finalement, ce qui était impossible peut-être est devenu réalisable. Et oui, c'est ça. Ouais. Il fallait les deux. L'un ne marchait pas sans l'autre, et le cumul des deux donne cet objet incroyable qui est Turing Machine, qui est complètement atypique. Et voilà. Et alors justement, après, comment ça s'est passé pour aller démarcher des éditeurs et comment ça s'est passé avec Scorpion Masqué? Vous êtes trouvé assez rapidement et quel a été leur rôle derrière leur travail? Oui, leur rôle est énorme. Moi, le premier prototype, je l'avais déjà présenté au Scorpion Masqué. Donc, quand ils ont vu l'évolution qu'avait apporté Johan sur le proto, forcément ils ont réagi. C'est pas un jeu facile de se dire on va éditer Turing Machine, parce que on l'a présenté à plein de gens, ils ont tous trouvé ça incroyable, parce que les éditeurs ils sont pas idiots, ils se rendent bien compte, c'est comme les joueurs, ils sont voilà. Mais par contre c'est un enjeu éditorial, c'est dur à produire. Pour beaucoup la cible commerciale est trop faible, donc ils disent c'est génial, mais on va pas le faire. Et les Scorpions Masqués... Donc vous avez essuyé plusieurs refus quand même? Alors c'est allé trop vite, comme tu le racontes, on a l'impression que c'est des mois de recherche. Franchement, en moins d'un mois, il y avait déjà 3-4 éditeurs qui l'avaient et le Scorpion qui s'était positionné, quoi. Ok. Et du coup, quand le Scorpion, ils ont vu ça, tout de suite ils m'ont contacté. Ils m'ont dit mais c'est ton proto fait avec Johan? Et oui. Et du coup tout de suite on leur a envoyé. Ils se sont décidés assez rapidement. Un mois peut-être, je ne saurais pas dire précisément, c'est dur, il faut regarder les dates exactement. Mais du coup voilà, ils étaient extrêmement emballés, extrêmement enthousiastes, et puis eux ils ont eu l'audace, parce que c'est quand même un enjeu éditorial fort, c'est pas facile à produire. Donc voilà. Après on peut peut-être parler un petit peu, je te repasser le micro Johan, de la coopération avec les Scorpions, parce que nous on habite à Lyon. Bien sûr, j'allais vous et demander. Eux ils habitent au Québec. C'est ça. Donc il y a quand même une difficulté supplémentaire. En fait, très rapidement, à mon avis, Scorpion a été séduit par le jeu. Faut peut-être pas les nommer, mais le distributeur disait c'est trop compliqué, faut pas faire ça, c'est pour une niche, il n'y a pas assez de joueurs. Pour raconter la suite, le distributeur disait vous en vendrez pas beaucoup, moins de 10 000, et encore c'est risqué. Et au bout de quelques semaines d'existence, il y avait déjà 65 000 boîtes produites, donc voilà, la preuve que la niche est plus grande que ce qu'on pensait. Voilà. Mais donc, pour parler des Scorpions Masqués, pour eux, c'était déjà compliqué parce que, en fait, ils savaient d'entrée de jeu qu'il y avait plein de choses qu'il allait falloir réaliser avec nous. Et en fait, s'ils ont mis quelques semaines à se décider, c'est surtout parce qu'ils nous ont testés. Ils ont essayé le jeu, ils ont posé des milliers de questions, on avait forcément réponse à tout, et surtout, ils se sont rendus compte qu'on était à l'écoute, qu'on allait les aider, et donc, à mon avis, c'est ce qui les a rassurés et qui a fait qu'ils ont signé le jeu. Je te laisse continuer. Non, j'acquiesçais benoîtement de ma tête. Non, mais c'est sûr, il y a des jeux mécaniques. Un jeu où on fait des règles, des pions, des cartes, des machins et tout. L'éditeur, il pourrait presque se débrouiller tout seul, des fois, sans les auteurs. Faire des petits réglages, proposer. Mais là, la moindre modification, il nous dit en fait, il va y avoir tant de cartes. Lesquelles on retire? Nous, c'est l'ordinateur qui va choisir.
C'est un programme qui va choisir, ça peut pas être eux. Et ça paraît idiot à dire, mais normalement l'éditeur il vous dit bah voilà, je vais mettre 8 cartes objectives, je passe à 6. C'est facile. Oui, Bah là tout à non. fait. Là, quand c'est pas facile, et ça passe par des vraies discussions et les choix sont compliqués parfois dans ce genre de cas. Et voilà. Donc, et le truc qui est fou d'ailleurs, c'est que on le voit, Turing Machine est un jeu incroyablement complexe à produire. Et il y a un nombre de cartes sur les cartes vérificateurs. Il y a, je sais plus, Il y en a combien je vais déjà dire une bêtise, 200 petites croix et 200 petits V. Et ben ça, il fallait pas les placer n'importe où. Et les petits trous sur les cartes, comment on appelle ça, les cartes perforées. Et ben ouais, c'est logique. Du coup, c'est pareil. La moindre erreur, ça aurait été catastrophique pour le jeu. Et du coup, le process, et ça, à mon avis ça ne marche jamais comme ça, c'est qu'on a fait des algorithmes, ça a généré des cartes, et de notre ordinateur jusqu'au l'usine presque, on leur a dit ne touchez à rien, parce que sinon il y avait un risque, donc voilà. Oui, parce que là c'était pas possible de vérifier toutes les cartes, quoi. Non, l'ordinateur les avait vérifiées, voilà. Il fallait pas, j'ai d'autres jeux de logique dans lesquels des fois les graphistes se disent allez je vais recopier les défis, et après il faut se taper des relectures, et puis il y a des problèmes qui passent, et là le truc incroyable, c'est que, alors quand le jeu est sorti, on était forcément un peu stressé. Un jeu complexe et il y a des gens sur internet qui ont dit ah, j'ai détecté un problème. Et à chaque fois, c'était le branle-bas de combat au Québec. Ils nous disaient vérifiez ça, vérifiez ce défi, il y a peut-être un problème. Et heureusement, à chaque fois, le problème était entre le jeu et la chaise. D'accord, c'est une erreur de manipulation, aussi bien une carte qui n'est pas la bonne qu'on n'a pas choisie. Ou de compréhension, des fois. Ouais. Oui, donc en fait, la machine a toujours raison. Ça. La machine a toujours raison. Et alors, combien de temps elle a duré cette phase de développement à peu près? Alors moi, le premier algorithme, il date de fin 2018. La première fois que je présente au Scorpion, c'était 2017, je sais plus. Parce que je le présente au Scorpion en 2018. Toi, tu fais le proto en 2019, la dernière version. Et il nous envoie une proposition début 2020, je dirais, peu de temps avant le Covid. Donc de 2018, on est en février 2023, on est sur du 2 ans et demi, 3 ans. Oui, parce que du coup, ça a repris après Covid, forcément, pour finaliser les choses. Ouais. Alors, il y a quand même eu une assez longue pause, déjà parce que, comme tous les éditeurs, ils ont un calendrier, et on est placé dans le calendrier, et ils ne peuvent pas mettre toute leur énergie sur Turing Machine tout de suite. Ils ont des impératifs de date pour d'autres projets avant l'autre, et c'est tout à fait normal, hein. Les auteurs, ils sont bien habitués à ce genre de cas. Et puis, il y a quand même le moment où notre deadline à nous, elle approche, et il restait beaucoup de choses à réfléchir et à penser et à se mettre d'accord, de plein de milliers de petits détails, de règles, de mise en page, de choisir des problèmes, ce qu'on met dans la règle, de qu'est-ce qui se passe sur le générateur en ligne, sur comment on les dépose, comment ça se touche, le Daily Challenge dont s'est occupé Johan, donc plein de choses qui forcément ça prend du temps. Et là, oui, bien sûr. Et après il y a eu tout l'aspect graphique aussi, comment on arrive à mettre, à faire un jeu épuré, mais qui... Ouais. Ça, c'est le travail du Scorpion, hein. C'est Sébastien Bizos qui a fait ça, bravo à lui. Le coup de génie aussi, c'est la boîte perforée, et ça, c'est Manuel Sanchez qui a eu l'idée de ce truc-là. Et franchement, en fait, à mon avis, Turing Machine, c'est un jeu qui marche parce que déjà, la boîte donne une promesse, et en fait, une vraie promesse d'un jeu un peu perché. Et l'avantage, c'est que derrière, dedans, plutôt, il y a un vrai jeu perché, il n'y a pas déception sur la marchandise. Et à mon avis, il y a beaucoup de jeux, des fois, qui sont magnifiques, qui promettent la promenade dans la nature, et puis en fait on avance des petits cubes en bois. Enfin, je suis fan de cubes en bois, donc je dis ça comme ça, mais en tout cas il n'y a pas mensonge sur la promesse, et c'est ça qui fait certainement le succès, et c'est un bon jeu, on va pas dire le contraire, mais c'est avant tout une réussite éditoriale. Je suis assez d'accord, moi j'ai une formule pour ça, les auteurs font des jeux, les éditeurs font des succès. Parce que le jeu on l'avait déjà, mais le succès, c'est vraiment les Scorpions qui l'apportent. Enfin, faut pas se cacher. Non, mais c'est super. Enfin, c'est très bien de dire ça parce que évidemment, c'est sincère de ma part, vraiment. Hein. Les auteurs font des jeux, les éditeurs font des succès. En tout cas, c'est ma conviction. C'est un vrai travail d'équipe. Au final, combien de personnes ont bossé sur ce projet En fait, comme c'est du travail à distance, en France, on était 2, mais au Québec, à mon avis, ils étaient beaucoup. Nous, on avait, on va dire, 3-4 interlocuteurs, mais à mon avis, c'est une équipe peut-être de 10 personnes. Alors, c'est pas du plein temps, mais et puis surtout, il faut des testeurs,
ça doit être assez grand. Ouais. Au niveau de donc effectivement de la distance, c'était compliqué. Vous avez réussi à vous voir aussi à un moment donné, parce qu'avec le Covid, tout ça, effectivement, ça a été compliqué, pour justement vous mettre autour de la table et vraiment faire le test ensemble. Alors sur l'établissement du premier prototype, Johan est venu chez moi, j'ai été chez Johan, parce qu'on habite dans la même région quand même. On est à la fois loin et pas loin, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc nous, on s'est surtout vu physiquement au début. D'accord. Après, avec Johan, on arrive quand même des fois à se croiser sur plein d'événements. On est des fois invités dans les mêmes week-ends jeux. Enfin voilà, donc et puis on a d'autres projets ensemble. Donc on va y même venir quand on a d'autres projets ensemble, voilà, forcément on se voit. Avec les Scorpions, durant la phase intense, c'était à minimum une fois par semaine, souvent les lundis soirs, une réunion qui durait d'une demi-heure à 1h30. Et en réalité, une fois, on s'était à Essen, on avait pas mal bossé parce que c'était l'occasion, ils étaient là, on était là. Mais sinon, évidemment, on n'a jamais quasiment travaillé, on n'a quasiment jamais joué ensemble. Ils jouaient de leur côté, on jouait de notre côté. Et finalement, c'est un jeu Turing Machine qui est assez théorique, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de questions à se poser. On n'avait pas besoin de jouer pour y répondre, en fait. Il fallait juste réfléchir. Et alors, effectivement, il y a un premier abord qui peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur, effectivement, à plein de joueurs, mais on s'aperçoit assez vite que c'est finalement faisable. Effectivement, des parties courtes aussi. Puis il y a ce côté challenge un peu aussi, d'augmenter la difficulté. Ça, c'était un pari réussi. Turing Machine, Johan le dit souvent, c'est un jeu qui est pas difficile, qui est pas complexe et qui est intelligent. Il y a des gens qui ont le déclic, d'autres ça met du temps. Et du coup, il y a un enjeu, forcément, quand on veut séduire un public un peu plus large que sa niche principale, parce qu'évidemment, il y a toujours des immenses fans qui adorent casser des codes, et ça, on savait qu'eux, ils allaient s'éclater, c'est pas la question. Mais un éditeur, lui, veut vendre le maximum de boîtes, donc il faut qu'ils sortent de ça. Et du coup, il faut que le jeu soit le plus accessible, avec une excellente courbe de progression, et qui leur promette à ceux qui iront jusqu'au bout. Et les premiers problèmes sont très simples, un petit peu hasardeux, et plus on monte, moins il n'y a quasiment plus aucun hasard, et à la fin, c'est le vrai casse-tête brise-neurone pour celui qui veut aller jusqu'au bout. Et ça ne ment pas du début à la fin. Vous pouvez faire jouer des enfants, on a vu plein de photos nous, d'enfants parfois très jeunes qui jouaient, et à la fois on a de l'ultra geek qui veut faire le truc le plus difficile et le plus compliqué, et le jeu est aussi pour lui. C'est très bien dit, non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. Juste le truc, faut pas jouer contre quelqu'un qui est quand même avec un esprit super matheux. Oui. Je pense parce que pour le coup on crée de la tête de la frustration, parce que si on a un qui craque le code en 2 secondes... Oui, après il y a une question de niveau, c'est sûr. C'est comme tout jeu qui a une courbe de progression, quand on joue contre quelqu'un qui a plus l'habitude que nous, on a plus de chances de perdre. Ouais, on va éviter de jouer contre Fabien Olicard qui a fait une super vidéo d'ailleurs. Oui, on a vu. Oui, alors j'ai perdu ma question, j'allais vous la poser. Ah oui, c'est ça, c'est sur l'application. Voilà, il a fallu développer ça aussi. Vous en êtes chargé ? Je me suis occupé en fait de faire l'application pendant mes vacances. Donc Turing Machine, ça a été beaucoup de temps, ça m'a pris 2 semaines. Juste avant la Gen Con, il fallait qu'il y ait un site, enfin c'est pas vraiment une application, c'est une web app, c'est un site internet en fait qui pouvait générer des parties. Donc je me suis occupé de ça, voilà, sur mon temps libre. Après quand même, ils ont décidé de faire travailler des professionnels du web design. Enfin, pas forcément du développement, mais si, pour la façade surtout, pour que ce soit joli. Mais sinon, tout ce qui est derrière, ce qu'on appelle l'API, la base de données, tout ça, c'est vraiment nous qui l'avons fait et qui le maîtrisons. Si jamais un jour il y a un souci là-dessus, il n'y a que nous qui pouvons intervenir là-dessus. Ok. Alors, j'entendais tout à l'heure, il y a d'autres projets ensemble, a priori. Donc, il y a des choses déjà que vous pouvez nous confier. Oui, bien sûr, on peut évidemment parler. Déjà, Johan, il a énormément de jeux qui sortent en ce moment. Et parmi les jeux qui sortent en ce moment, on en a un petit ensemble chez Djeko, un petit jeu de logique, d'accord. Plus enfant encore. Oui, assez jeune, chez la gamme Djeko. Johan, il en a énormément, et aussi avec des membres de sa famille. Et il y en a un qui est commun à nous deux. Donc voilà. Mais on va plutôt parler des autres. Encore chez Djeko, on a un jeu qui s'appelle... Le prototype s'appelle Thanksgiving, je ne sais pas si le nom sera conservé. Et du coup, il faut replacer des gens autour d'une table. Et c'est un jeu de coopératif et de communication et de déduction, ce qui en fait un truc assez sympathique. Et puis je vais peut-être te laisser présenter le troisième, Johan, qui est chez Super Meeple et Ori Games. Ok. Donc c'est encore un jeu de déduction. Et c'est votre spécialité à tous les deux. Et mais à chaque fois, c'est des jeux de déduction dans des styles vraiment différents. Là, c'est un jeu de déduction, mais d'enquête. Mais sauf que c'est pas de l'enquête dans le genre enquête sociale ou je ne sais quoi. C'est vraiment de la déduction logique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre par où passent les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Et l'enjeu du jeu, c'est de trouver un coupable. À chaque fois, il y a des scénarios différents autour d'un même jeu de logique. Et donc ça, c'est chez Super Meeple. Ça va sortir normalement
normalement d'ici la fin d'année ou peut-être début d'année prochaine. Et ça, on y croit beaucoup, oui. Vous avez déjà le nom du jeu ? Pour l'instant, je crois qu'ils appellent ça chronologique, mais ça peut changer. Bon, super, on va avoir hâte encore de découvrir ça rapidement. Et une grosse actu. Oui, moi, alors j'ai presque honte de le dire. Donc là, sur ce festival de Cannes, j'ai 16 jeux qui sont présentés, dont 13 jeux de logique. Donc ça compte pas trop les jeux de logique. Et après, je compte encore Turing Machine. Hein. J'ai 3 jeux normaux, on va dire. Mais oui, j'ai une grosse actualité là. Oui, et 2023, ça va être un gros jeu chez Bombix. Chez Bombix, donc oui, Humanity. Et après, juste après, chez Bombix encore, on va enchaîner sur Mirmes, la réédition de Mirmes qui était sortie il y a 10 ans. Il y a une réédition. Ouais. Donc un truc un peu retravaillé, beaucoup retravaillé même, qui va sortir chez Bombix. Quand tu dis retravaillé, ça va être... Plateau amovible, plateau modulaire plutôt, alors que actuellement le plateau est un peu fixe. Je vais retravailler les points de victoire, l'équilibre, etc. Et il y aura un module expert qui va vraiment le monter un peu en catégorie. Voilà. Okay. Donc on rappelle un jeu de gestion dans l'univers des fourmis. C'est ça. Ouais. Qui avait beaucoup inspiré au début de ta carrière, les fourmis. C'est ça, c'est mon premier jeu. Et il y a exactement 10 ans, j'avais gagné l'As d'or avec Mirmes. C'était en 2013. Alors, si vous en êtes d'accord, on va finir par un petit jeu de portrait chinois. Donc, vous allez pouvoir répondre chacun. Il y a le droit. C'est ça. Yoann, il passe le micro. Il n'y a pas de question piège. Fabien, commence. Il n'y a pas de question piège. C'est juste que peut-être ça vous posera problème. Mais... Alors, si tu étais un mode de jeu, est-ce que tu serais solo, compétitif, semi-coop Un mode de jeu. Alors, Fabien. Non, je suis pas super inspiré. Allez, vas-y, Yoann. Moi, j'ai changé Turing Machine pour qu'il devienne compétitif, donc moi, forcément, c'est compétitif. Ouais, ça serait jeu d'ambiance coopératif, déduction, deck building, avec des petits cubes en bois de la gestion et de la ressource. Ça super. Vous va ouais, ok, Parfait. Bon, Joker. C'est un bon mash-up. Mais t'anticipes mes questions d'après. Et voilà. Voilà. Si tu étais une mécanique de jeu, du coup. Tu les as toutes dites. Ouais, c'est ça. Alors, je serais... Déduction coopérative, gestion de ressources, deck building, stop ou encore. Non, moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une mécanique. J'adore le low-tech. Est-ce que c'est une mécanique? Je ne sais pas. Mais ce que j'appelle le low-tech, c'est quand on arrive à reproduire avec du carton ce que pourrait faire une application. Turing Machine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu se simplifier la vie, faire une application, mais ça aurait été un scandale. Là, c'est du carton qui répond à des questions intelligentes. Et c'est un peu notre créneau maintenant. Donc, il y a quelques jeux qui vont sortir avec cette mécanique-là qu'on a inventée, le low-tech. Écoute, super. Donc, forcément, la question là, ça va être à peu près évidente, c'est si tu étais un thème de jeu. Un jeu de civilisation. Ok. Parce qu'il va sortir un jeu de civilisation qui va faire du bruit d'ici fin d'année. Donc voilà. Et moi, si j'étais un thème, moi je suis plutôt dans les thèmes classiques, c'est gestion de ferme. Du coup, on n'a pas parlé de ton actu, effectivement. Peut-être. On a parlé du co-autorat, mais donc il y a des choses à titre personnel aussi. Oui, j'ai plusieurs jeux en cours, forcément. Donc, un gros jeu de civilisation pour la fin d'année chez Captain Games. Alors le nom, il n'est pas définitif. Ça pourrait être Path of Civilization ou des choses comme ça qui pourraient sortir. Voilà. Et donc là, c'est un vrai jeu expert, de 1 à 2 heures de jeu, tout ça. Et on fait tout ce qu'on fait dans les jeux de civilisation, en développement technologique, des merveilles, des leaders, on traverse l'humanité, on résout plein de défis, de conflits, enfin... Bon, ça y est, maintenant c'est lancé, quoi. C'est lancé. C'est imminent. Le virus est lancé aussi de créer du jeu, là, c'est parti. Beaucoup moins que Yoann quand même, faut rester humble. J'ai un jeu chez Blue Cocker qui m'avait déjà édité Rest in Peace l'an passé, et du coup là je récidive avec Alain Ballet, le patron de Blue Cocker, et donc là ce sera un petit jeu de ressources dont la mécanique principale est relativement rigolote. C'est un deck qui se passe et qu'on se partage, et ça peut jouer en équipe à 4 et on se partage les cartes autant avec son coéquipier qu'avec ses adversaires, et on se fait passer les decks. C'est assez réjouissant. Chimère pour l'instant. Okay. C'est pareil, comme c'est toujours en développement, ça peut encore changer. Okay. Et j'ai un jeu avec Nicolas Houry chez Ludicali où on construit des jardins. Donc Nicolas Houry, pour ceux qui sont depuis longtemps dans le monde du jeu, c'était l'auteur de Mykérinos chez Istari. Il a fait d'autres jeux, je crois, avec Antoine Boza et ainsi de suite. Et voilà. Donc, Istari, le premier éditeur, du coup. Et voilà. Yoann. Et donc. Et voilà, ça sortira, je sais pas quand, dans 1 an ou 2, comme toujours, avec les éditeurs. Bon, super. Ça s'annonce super bien. Donc, dernière question, c'est qui vous pourriez me conseiller d'interviewer à ce podcast? Moi j'ai un nom, quelqu'un que je trouve absolument super dans le milieu du jeu, s'appelle Laurent Escoffier.
parce que déjà c'est quelqu'un qui est relativement humble, qui a édité énormément de jeux et qui est pas du tout présent sur les médias sociaux, qui est pas du tout machin chose, et qui pourtant a une production ludique importante sur les 20 dernières années, ce qui est assez rare, et qui pourtant est complètement sous les radars des gens. Il fait un jeu par an généralement. Ok. Donc je conseille chaudement l'interview de Laurent Escoffier. C'est quelqu'un de très timide peut-être. C'est quelqu'un mais il faut le rencontrer vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de valeur. C'est noté. Et un auteur talentueux, j'en suis persuadé. Moi, je sais pas trop. J'ai vu que Cyril Demecq traînait sur le salon, donc je pense que tous les joueurs c'était le fondateur d'Istari, hein, l'auteur d'Unlock. C'est quelqu'un forcément qui est toujours passionnant à écouter et qu'on voit très rarement maintenant. Donc là, le croiser et l'entendre répondre à une interview, ça pourrait être fabuleux. Et puis après, Christian Lemay, aussi le fondateur de Scorpion Masqué, qui essaye de se libérer du temps, d'avoir moins de responsabilités, donc il est de moins en moins présent et il nous manque parce que c'est quelqu'un d'incroyable, drôle. On l'a vu lors de son discours à l'Asdor lorsqu'il a reçu un prix, mais pas le nôtre. et donc voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. Donc voilà, Christian Lemay aussi. Ok, super. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et alors, on termine toujours comme ça sur la chaîne. Je vais dire, alors, Turing Machine, tu joues ou quoi? Et donc, tu joues ou quoi? On le fait ensemble. Ça vous va? On s'approche alors. Ok. Colle-toi, Yann. Alors, Turing Machine, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.